Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale chez nos jeunes en cette période de rentrée scolaire. J'aimerais remercier la Banque Scotiabank pour leur appui à cette initiative. Je suis Chantal Valran, je suis la directrice générale de Jeunesse sans drogue Canada. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Richard Bélanger ce soir. Le docteur Richard Bélanger, qui est membre de notre comité consultatif à Jeunesse sans drogue, est un pédiatre médecin de l'adolescence et clinicien, chercheur au Centre Mère-Enfant-Soleil du CHU de Québec, Université Laval. Son expertise est la santé des adolescents et des âges adultes. Par souci d'aller dans le vif du sujet, je vous fais grâce de toutes les autres distinctions que le docteur Bélanger a reçues au cours de sa carrière, mais on est bien chanceux et bien privilégié de l'avoir avec nous ce soir. J'aimerais également profiter de l'occasion pour donner juste un peu d'informations sur qui on est, Jeunesse sans drogue. Jeunesse sans drogue, c'est un organisme qui encourage les parents et les jeunes à avoir un dialogue continu, sans aucune forme de jugement, sur la consommation de substances, afin de les aider à faire des choix de vie sains et ainsi réduire les risques reliés à la consommation d'alcool, de cannabis et d'autres substances. Ce soir, nous allons discuter des liens entre la santé mentale et la consommation de substances. Nous savons que la rentrée scolaire peut être une période stressante pour les jeunes et les familles, et beaucoup d'entre nous, on est tannés. Si je dis ça simplement, on est tannés après une pandémie, on est fatigué de la COVID et cette rentrée-là peut être particulièrement plus difficile étant donné que maintenant on est de retour en présentiel, les mesures sanitaires sont un peu moins présentes dans nos vies et ça peut occasionner un stress plus spécifique chez nos jeunes et pour l'ensemble de la famille. Alors, comment on peut faire pour reconnaître les facteurs de risque de consommation problématique de drogue? Comment on fait pour promouvoir des facteurs de protection? C'est ce qu'on va découvrir, c'est ce qu'on va discuter ensemble ce soir. À la suite du webinaire, ce soir, on va vous faire parvenir un PDF avec 10 stratégies parentales pour vous aider à justement à être capable de reconnaître ces facteurs de risque-là, puis à développer la résilience chez vos jeunes. Donc, l'ensemble de ce qu'on va discuter ce soir va vous être envoyé par courriel par la suite. Alors, sans plus attendre, j'aimerais débuter en vous posant une question pour savoir justement qui est avec nous ce soir. Vous allez avoir à votre écran un sondage avec 2 petites questions qui vous demandent en quelle qualité vous vous joignez à nous ce soir. Est-ce que c'est à titre de professionnel qui œuvre auprès des jeunes ou à titre de parents ou les deux? Donc, je vous invite à répondre à ces 2 petites questions, à cette question-là. Et l'autre question, c'est quel âge ont vos enfants? Alors, vous avez une série de questions, de choix de réponse pour savoir à peu près à quel âge ont vos enfants. Je vais laisser juste une petite minute pour que vous ayez la chance de répondre aux questions. Encore 10 secondes. Alors, je vais partager avec vous les résultats. On a la majorité des gens qui sont avec nous aujourd'hui sont des parents ou sont à la fois parents et professionnels. Et on a aussi une vaste majorité des gens qui jouent à nous avec des enfants de 13 à 15 ans. Donc, ça va nous donner une indication là, pour nos réponses aussi, puis pour guider un petit peu la discussion. Donc, merci. Merci d'avoir partagé ça avec nous. OK, alors je commence tout de suite avec ma première question. Je parlais plutôt d'une certaine lassitude, d'une certaine fatigue de COVID qu'on ressent tous, je pense. On voit peut-être que ça a un impact, cette fatigue-là, chez nos jeunes, chez nos familles.
Et j'aimerais qu'on puisse discuter avec le docteur Bélanger justement de qu'est-ce qu'on voit comme impact chez la santé de nos jeunes là, de façon générale dans cette phase de rentrée scolaire, mais dans cette phase aussi j'ose pas dire post-COVID, mais en tout cas, on est en train de s'en sortir un peu. Donc, quel est l'impact que peut avoir eu COVID sur la santé de nos jeunes et de nos familles? Hey, merci, Mme Vallerand, pour commencer. Puis merci à tout le monde d'être présent, Richard Bélanger. Le terme que j'utiliserais, Mme Vallerand, c'est cette période-là de rétablissement. Hein, un peu comme si notre société, les 2 années avaient été une maladie populationnelle. Donc, s'il y a période de maladie, si on est en guérison, bien, avant d'être guéri complètement, il y a une période de rétablissement. Puis c'est un peu ce qu'on voit en fait par rapport à la santé de nos adolescents, mais on a encore des adolescents qui sont malheureusement mal en point, je dirais. Puis j'utilise pas des termes alarmistes, je pense. Je faisais partie d'un groupe qui, au début de la pandémie, avait publié des chiffres qui nous disaient que nos jeunes s'adaptaient bien au début de la pandémie. On les avait questionnés en mars, en avril, là où au Québec, pour les personnes qui écoutent et qui viennent du Québec. Là où on avait un ministre de l'Éducation qui avait annoncé, en fait, presque une récréation, presque le début déjà des vacances. Donc, on avait des jeunes qui se portaient assez bien. On va se garder ça en tête parce que ça peut être une partie de réponse, hein, l'équilibre, le repos. Mais plus on a avancé dans cette pandémie, puis particulièrement avec les chiffres qu'on a vus au printemps 2022, on a des jeunes qui, malheureusement, sont plus déprimés, sont plus anxieux, se décrivent moins bien établis qu'ils l'étaient avant la pandémie. Il y avait déjà eu des changements avant la pandémie. Hein? On sait que les garçons, par rapport aux filles, ont des statuts de déprime, d'anxiété qui sont différents. Malheureusement, les filles plus déprimées, les filles plus anxieuses, que normalement, c'est plate de dire ça, hein, mais il y a comme une progression de plus en plus importante, plus de déprime, plus de tristesse avec l'âge. Mais là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a des jeunes qui se sont pas si bien adaptés ça en période de pandémie. Puis il faut garder ça en tête parce que il faut être capable de trouver les réponses qui vont nous permettre de, en période de rétablissement, mettre tous nos outils pour regagner la certaine perte qu'il y a eu en termes de santé mentale des jeunes. Puis, incertain des implications que ça va avoir pour plus tard à l'intérieur de cette population-là, malheureusement, Mme Bergeron. Bon, merci. Donc, on sait que ça a eu un impact sur leur santé mentale. On a vu aussi également les sondages, les analyses qui ont été faites par rapport à justement un facteur d'anxiété plus présent chez nos jeunes. Et là, si on parle justement dans le contexte d'une rentrée scolaire, si on sait que nos jeunes sortent d'une pandémie avec un certain bagage d'anxiété ou de déprime, est-ce qu'on sait si peut-être c'est quoi les répercussions potentielles justement dans une période de rentrée, puis comment on fait en tant que parent pour peut-être être plus au fait de justement est-ce que mon jeune est plus particulièrement stressé que d'habitude ou comment je fais pour mieux détecter ça et mieux l'accompagner dans ce processus-là? Ça, c'est des questions hyper importantes, Mme Vallerand. Puis en parallèle de ça, je dirais des adolescents qui sont en effet plus stressés, plus anxieux, avec des familles, des parents, des frères, des sœurs qui le sont tout autant. Puis, c'est un peu une boutade en santé des adolescents pour les professionnels qui sont présents. Pendant la période estivale, habituellement, un adolescent, ça va bien. Donc, tu sais, avec un horaire qui est le sien, un sommeil qui est souvent plus important, un peu moins de pression de performance. Le sport est terminé, l'école est terminée. Donc, gardons ça en tête que
on se présente là avec cette rentrée 2022-2023-là plus tendue, avec des familles plus tendues dans un contexte particulier. Bon. Mais de le savoir, de le reconnaître, c'est déjà quelque chose. Puis d'être capable, comme parent, de le verbaliser, d'en parler, de savoir en fin de compte que on a entendu parler aujourd'hui d'adolescents à l'intérieur d'un webinaire, c'est déjà quelque chose de le mentionner, tu sais, de le reconnaître personnellement. Mais après ça, d'avoir les yeux comme parent, de dire, ben, tu sais, moi, mon jeune, est-ce que je le reconnais dans ce qui a été décrit? Au final, c'est un Joe Bontemps, comme on pourrait dire au Québec, que tout va bien. Mais il faut avoir des petites antennes, là. Puis je pense qu'on va discuter de ça, Mme Valérand, aujourd'hui, être capable de reconnaître chez le jeune des éléments qui nous apparaissent peut-être plus suspicieux d'un état de santé émotionnel. Je ne vais pas nécessairement parler en termes de diagnostic de santé mentale, mais vraiment des émotions qui sont un petit peu plus présentes puis qui pourraient laisser suspecter certaines choses, pas uniquement de la consommation de substances, parce qu'on sait que certains jeunes peuvent utiliser des produits dans des contextes particulièrement comme celui-là, mais vraiment, de quelle manière on est capable de reconnaître ces adolescents-là qui sont un petit peu plus à risque de se détériorer dans un groupe qui s'est détérioré? Bien, justement, j'aimerais ça qu'on puisse parler justement de ces antennes-là, puis comment on fait pour aller reconnaître ça. Mais je voulais souligner ce que j'aime dans ce que j'ai entendu aussi, c'est être capable de ne pas banaliser le stress que les jeunes peuvent avoir, mais de peut-être le normaliser un peu aussi. C'est normal d'être stressé quand on commence l'école, de façon générale, de retourner à l'école, de réintégrer ses amis, de savoir c'est qui vos profs, est-ce qu'il y a différents groupes d'amis qu'on va réintégrer. Donc, d'être capable de reconnaître que oui, il y a un certain stress à ça, mais de dire que c'est correct aussi, puis de pas dramatiser ça, bien, j'apprécie ça. Mais dans un contexte où est-ce que, oups, justement, là, on en parle, puis on sait que c'est normal, mais tout à coup, on se rend compte que, bon, mais là, on est rendu à la 3e, 4e semaine de réintégration scolaire, puis on se rend compte que notre jeune, il y a encore des signes de plus grand stress, qu'il y a de la difficulté à se concentrer ou il y a de la difficulté à vouloir y aller, même la volonté d'aller à l'école puis de retourner en présentiel, etc. C'est des petits signes que notre ado nous envoie, mais est-ce que vous pourriez nous aiguiller sur justement quel genre de signes on devrait être à l'affût ou est-ce que là, c'est quand on dit, ouais, mais là, le stress, c'était normal, mais là, oups, je commence à m'inquiéter un petit peu plus. Où est-ce qu'il y a matière à justement s'inquiéter un petit peu plus, là? Quand est-ce qu'il faut que nos antennes soient à l'affût de ça? Vous avez déjà mentionné des choses. Autre chose, c'est j'insiste sur la capacité des parents à connaître leurs jeunes. Et ce n'est pas moi ici qui va dire là, celui-là, là, c'est vraiment le drapeau rouge. On a des parents qui sont là, qui prennent le temps de nous écouter. Je pense que c'est déjà des parents qui ont de grandes capacités à être capables d'aller chercher des outils pour les rendre encore plus efficaces dans leurs interventions. Je mentionnerai 2 choses, par exemple. C'est des choses qui nous sont rapportées à l'intérieur de notre clinique dans des situations qui nous apparaissent plus graves. Vraiment, la première chose, c'est l'isolement. C'est l'isolement pour le fait que le jeune, de par son vécu, se sent peut-être un peu moins à l'aise d'en parler avec ses amis, se sent un peu moins à l'aise d'en parler avec ses parents. Puis de cette manière-là, malheureusement, l'isolement devient en soi un signe et un problème en même temps parce que ça empêche ce jeune-là d'aller chercher l'aide qu'il pourrait avoir besoin. En parallèle de ça, l'irritabilité. On a des jeunes qui vont, puis pas uniquement en lien avec la consommation, on va en parler tout à l'heure, mais par la difficulté qu'ils ont à identifier leurs émotions, à comprendre pour quelles raisons ils sont plus inquiets ou plus tristes, ça va sortir un peu tout croche. Un peu comme nous, parents, ce n'est pas un conseil, tant qu'on perd le contrôle à la maison, c'est drôle, hein, le ton lève, mais un peu de cette manière-là, les jeunes vont être plus irritables, vont répondre plus promptement. C'est drôle,
je ne veux pas en faire non plus des caractéristiques genrées. On va avoir des jeunes filles habituellement qui vont être un peu plus isolées. On va avoir des garçons dans ce contexte-là qui vont devenir un peu plus irritables, juste pour dicter ces choses-là, de se dire, ben, c'est des éléments pour moi qui sont particulièrement importants puis qui soulignent le fait qu'on n'est pas juste dans quelque chose souvent de passager. Si ça dure plusieurs semaines, on est dans des situations qui nécessitent qu'on puisse en parler, qu'on doive en parler avec notre jeune. Là, vous me suscitez, là, quand vous me parlez d'irritabilité, j'ai 2 adolescents à la maison. Euh, je pense qu'en contexte aussi, puis corrigez-moi si j'ai tort, là, mais c'est une question d'amplitude, peut-être une question de fréquence, euh, parce que on sait que de façon générale, euh, la volonté de s'affranchir, la volonté de prouver son autonomie, à quelque part, il y a une façon d'interagir qu'ils sont en train de tester, les parents. Donc, je veux pas affoler les parents qui disent, oh mon Dieu, moi, mon jeune, il est vraiment irritable, puis il est tout le temps, il faut tout le temps que je le prenne avec des pincettes. Mais je pense que dans un contexte où peut-être si c'est un comportement atypique par rapport aux jeunes ou si c'est vraiment c'est une constante ou est-ce que c'est super régulier, ben là, il y a peut-être matière à s'inquiéter. Est-ce que j'ai raison ou... Vous êtes bien nuancé, Mme Vallée. En même temps, hein, si c'est suscité par des choses qui sont non conflictuelles, hein, on parle du beau temps, puis là, on ne comprend pas la réaction qui vient de sortir de là. C'est vraiment quelque chose qui devrait susciter la discussion. Puis mon point à l'intérieur de ça, c'est d'inviter les parents. Je me fais moi-même une passe en disant, mais qu'est-ce que peut faire le parent dans des Mhm. situations comme ça? Soit il voit des changements ou bien non, il identifie des choses qui peuvent paraître plus inquiétantes. Bien, c'est là qu'on rentre à l'intérieur du dialogue. Hein? L'outil le plus important, d'être capable de nommer des choses aux jeunes. J'ai vu telle réaction, je crois que tu as eu telle émotion. C'est vraiment le début d'une discussion. C'est une preuve que les parents sont réceptifs à l'échange. Si le jeune est prêt, lui, de son côté, à discuter de son vécu, qu'il comprenne ou qu'il ne comprenne pas. Donc, vraiment, ce qu'on tente d'établir aujourd'hui, c'est certains éléments qui pourraient inciter le parent à dire, j'ai vu des changements, j'identifie telle chose. Moi, ce que j'ai compris en fin de compte en assistant au webinaire aujourd'hui, c'est de dire, c'est peut-être signe que tu pourrais être intéressé de parler avec moi ou avec quelqu'un d'autre là, de situations difficiles que tu vis en même temps parce que en période de COVID, ça n'a pas été facile. L'école recommence, c'est encore moins facile. Puis comme parent, moi, je reconnais qu'on vit dans une situation pas si facile actuellement. Mhm. Mhm. Puis je pense que une chose aussi qu'on promouvoit beaucoup à Jeunesse sans drogue, c'est tenter d'amorcer le dialogue, c'est sûr, mais de valider aussi avec son jeune, de dire, ben peut-être que là, je m'y prends puis que c'est pas un bon temps pour toi. Donc, de pouvoir établir, ben, c'est important pour moi qu'on puisse en parler parce que je t'aime, parce que je suis inquiète pour X, Y raison. C'est ce que, parce que je suis témoin de tel comportement, puis je pense que ça mérite une discussion, mais si c'est pas le temps, on va y revenir. Mais ce qu'on encourage les parents aussi, c'est probablement que ça se peut que le jeune, à ce moment-là, dise, ben là, je suis pas prêt. Mais de revenir à la charge, puis de pas lâcher, de continuer parce que nous, on a fait des sondages à l'interne auprès de parents puis auprès d'adolescents. Puis quand on demande aux adolescents, euh, quelle est votre source privilégiée d'information quand vient de parler en toute confiance de consommation de substances, et 63% des jeunes disent mes parents, au même titre que l'école.
Mais ça vient avant les amis, avant les médias sociaux. Puis à chaque fois, on se gratte la tête, puis les parents disent, ben voyons, ça se peut pas parce qu'on a l'impression de parler dans le vide. Mais l'important ici, c'est de comprendre que on dit quelle est votre source en toute confiance, quelle est votre source en toute objectivité que vous pouvez aller voir un parent puis que vous allez pouvoir vous fier, c'est une source crédible d'information. Le jeune a confiance à son parent de lui partager de l'information qui va être crédible, qui va être solide. Donc, c'est d'encourager les parents à dire, ça paraît peut-être pas, mais continuez, ça fonctionne. Donc, d'amorcer le dialogue, puis de valider aussi, c'est peut-être pas un bon temps, mais c'est important pour moi, on va y revenir. Donc, on a parlé d'isolement, on a parlé d'irritabilité. Est-ce que je peux pousser la note encore et vous demander, est-ce qu'il y a d'autres facteurs auxquels les parents doivent être à l'affût, mais là, je vais plus précisément, qui pourraient amener un enfant à consommer des substances? Tant qu'on regarde les facteurs de risque, puis on va aborder les facteurs de protection aussi, je l'espère, Mme Belleran, c'est ce qu'on sait, c'est qu'il y a certains jeunes qui sont plus à risque de consommer tout type de produits. On en a nommé tout à l'heure, l'âge particulièrement est un facteur de risque. Plus on croît en âge, moins on a malheureusement une bonne santé mentale. Hein? D'autres éléments qui seraient importants de souligner, en fait, c'est surtout les changements de comportement. Hein? Tant qu'on a des jeunes qui fonctionnaient dans leur sport, qui fonctionnaient à l'école, ou bien non, qui étaient ouverts, qui avaient une bonne humeur, puis là, on change du jour au lendemain, c'est vraiment un élément qui peut soit décrire un changement en termes d'état de santé mentale, qui peut même laisser suspecter, bien sûr, des problèmes qui vont être des problèmes de santé mentale, des diagnostics, mais qui pourrait aussi être une représentation qu'un jeune, pour plein de raisons, hein, a commencé une consommation qui peut devenir une consommation problématique de produits, puis le propre des substances vont être de changer les comportements des jeunes, puis de réduire leur belle qualité habituellement, mais malheureusement, hein, c'est un élément qui peut être la poule ou qui peut être l'œuf, d'être une problématique de santé émotionnelle qui est en émergence, ou bien non, qui peut être une réponse inadaptée du jeune face à ce défi-là par l'usage de produits, puis particulièrement en période post-COVID, de rétablissement de la COVID, c'est important d'y penser. On a des jeunes que je vous ai décrits qui se présentent au début de l'année scolaire en 2022 avec une santé mentale pour certains un peu plus précaires et avec des opportunités de consommation qui reviennent en force. Donc, hein, ce qu'il faut comprendre par rapport à la consommation à l'adolescence, les modèles de rôle, les modèles de rôle de jeunes, les modèles de rôle parentaux aussi qui sont autour de ça, qui seront des modèles de protection que j'aimerais ça parler avec vous. Mais en même temps, il y a les contextes de consommation. Un jeune sans contexte de consommation, il a de la difficulté à initier sa consommation puis à la poursuivre, hein, particulièrement dans des consommations comme l'alcool, par exemple, des produits qui sont utilisés plus au départ sous un mode récréatif. L'autre chose, c'est contexte vient avec plus de disponibilité de produits aussi en cette période-là pandémique. Il y a plus de contacts, donc il y a plus d'opportunités de se procurer certains produits. L'autre chose, il y a les raisons de consommation. On a parlé de jeunes qui tentent au début par l'expérimentation de s'amuser parfois avec certaines substances, mais il y a des jeunes, particulièrement autour du cannabis, qui utilisent certains produits pour diminuer certains états qu'ils considèrent problématiques, l'anxiété à l'avant-plan, les difficultés de sommeil. Ce n'est pas un conseil qu'on leur donnerait d'un point de vue médical, mais les jeunes tentent du mieux qu'ils peuvent, avec leurs connaissances, d'essayer d'améliorer leur sort. Puis c'est là où les discussions par rapport à la santé émotionnelle, puis les discussions qu'on peut avoir
planifiés, entretenus au long cours, le plus précocement possible autour des substances, peuvent être payantes. D'où l'importance si on est un parent puis qu'on pense que notre jeune consomme aussi, d'approcher le sujet avec curiosité, mais avec une optique de comprendre le contexte. Quand on parle de s'automédicamenter, par exemple, pour soigner un problème d'anxiété ou de manque d'insomnie, être capable d'aller chercher avec l'enfant justement c'est la cause ou le pourquoi ou le contexte pour pouvoir peut-être proposer d'autres mécanismes qui pourraient pallier à ces conditions-là. Donc, de savoir qu'un jeune a fumé du cannabis dans un party parce qu'il a expérimenté qu'il y avait un contexte X ou qu'un jeune consomme le matin tôt avant d'aller à l'école parce qu'il est stressé puis ça l'aide avec son stress, c'est deux contextes séparés. Donc, c'est sûr qu'en tant que parent, la réaction initiale, souvent, c'est il y a un petit, il y a une prise de panique à savoir, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver, comment je vais faire? Attendre en tant que parent d'être capable de gérer ces émotions-là, puis d'aller au-delà de cette panique-là, puis d'aller essayer de discuter avec son jeune pour comprendre le contexte de consommation. Je pense que ça peut aider. Parlons justement là, on a parlé un petit peu des facteurs de risque, puis on voulait parler des facteurs de protection. On parle d'un dialogue, l'importance d'un dialogue ouvert, authentique, sans jugement, être là pour soutenir notre jeune. Est-ce que vous pouvez partager avec nous d'autres facteurs de protection qui est important de promouvoir chez nos jeunes, justement, pour favoriser une résilience, pour avoir un esprit sain dans un corps sain, si je peux me permettre? Puis l'avantage qu'on a, Mme Valran, c'est que la science nous aide un peu à ce sujet-là. Les études qui ont été faites par le passé, puis qu'on continue aussi au travers du Canada autour de la santé des adolescents, aident les parents à identifier quels sont les bons réflexes qu'ils peuvent avoir pour guider leurs jeunes le mieux possible. Il y a un élément que j'aimerais souligner, être un bon modèle. Hein? Ça veut dire quoi, être un bon modèle? T'sais, on pourrait assez facilement dire, c'est ce qu'on voit dans les études, des parents qui consomment soit pas, ou bien non, qui consomment par rapport à certains produits modérément, pour utiliser les termes qui sont avancés face à l'alcool, par exemple, c'est un bon modèle de rôle. Donc, les jeunes sont extrêmement influencés par leur famille, puis les comportements qu'ont les membres de leur famille par rapport aux substances ont une grande influence. Mais en même temps, être un bon modèle, c'est d'être capable d'avoir une discussion ouverte par rapport aux substances, c'est d'être capable d'avoir une discussion ouverte sur le vécu qu'on a comme parents en période pandémique, de reconnaître les difficultés, être capable d'aller chercher de l'aide, être capable de l'exposer, ça, le questionnement qu'on a, que ben, ce pas toutes les situations qui sont si faciles comme faire face. Puis ben, moi, je demande à ma famille de m'aider. Je suis un parent. Donc, le jeune apprend à partir de ce modèle de rôle-là et développera, on l'espère, peu importe la famille au sens large, hein, que ce soit les familles comme étant des amis, que ce soit son école. On privilégie, bien sûr, que ce soit la famille directe, mais il y a plusieurs sortes de familles extrêmement étendues. Si un jeune est exposé au fait que sa famille s'appuie sur sa famille pour être capable de faire face à des défis, bien, il développera, on le souhaite, hein, il développera ce réflexe-là. Donc, le modèle de rôle, pas uniquement par rapport aux substances, le modèle de rôle par rapport à comment faire face aux situations pas faciles. Mais je pense que non, je suis entièrement d'accord. Puis je pense aussi que j'apprécie l'approche de dire on n'a peut-être pas toutes les réponses, on peut avoir une certaine vulnérabilité, mais d'être capable de se démontrer justement en étant quelqu'un qui j'ai pas toutes les réponses.
j'utilisais l'exemple en temps de pandémie de dire que tout à coup, avant, le vendredi, on revenait à la maison, on prenait un verre de vin, on décompressait, on commençait le week-end. Et là, tout à coup, parce qu'on était à la maison tous les jours, vendredi est devenu lundi, mardi, mercredi, jeudi, on sortait de notre bureau, on était plus capable, on écoutait le point de presse, puis on finissait notre journée en prenant un verre de vin. Être capable de le reconnaître devant son jeune, ça, de dire, coudon, ça, on dirait que tout à coup, je prends plus de vin que d'habitude. Peut-être que je suis plus stressée. Peut-être qu'il y aurait d'autres façons de pouvoir contrer ce stress-là. On va-tu prendre une marche? Mais être capable de réaliser ça puis de partager ça avec son jeune fait qu'on donne la place au jeune aussi de démontrer sa propre vulnérabilité, puis qu'on n'a pas toutes les réponses, puis ça le permet qu'on s'attend pas à ce que notre jeune soit parfait. Je pense que c'est ça aussi, être un modèle. Dans son authenticité, d'être capable de dire, je mets les cartes sur la table, je suis pas parfait, j'ai pas toutes les réponses, fait que je m'attends pas à ça de toi non plus, mais je m'attends qu'on puisse avoir un échange là-dessus puis aller trouver les bonnes réponses ensemble. Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs à partager ce soir par rapport à comment on peut justement aider notre jeune à bâtir sa résilience? On a parlé de modèles. Je sais aussi que dans le petit pamphlet qu'on va envoyer à la fin, on parlait de encourager une prise de risque saine, puis l'expression des émotions, dans l'optique justement de dire on peut pas tout enlever les défis en avant de notre enfant sans sans lui apprendre justement à comment faire face à ces défis-là de son propre chef. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à partager par rapport à justement la résilience, modèle, prise de risque? Vous m'avez fait une bonne passe aussi en discutant d'aller prendre une marche tout à l'heure. Il y a un autre élément, la routine, puis on le sait, notre routine a tellement été changée en période pandémique. Les personnes qui avaient développé des belles capacités qui leur permettaient d'être capables de faire face au stress, les ont perdues soit par routine qui a été changée ou bien non par manque d'opportunités. On a juste à parler au sport. Hein? Donc, des jeunes qui avaient intégrer à l'intérieur de leur vie une pratique sportive ou sinon juste une pratique active. Hein? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on souhaiterait mettre de l'avant. Pourquoi? Bien, ça bâtit la résilience parce que, vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça intègre plusieurs choses, donc particulièrement faire face à des défis, mais des défis qui sont atteignables. Hein? On se met à risque, on n'est pas obligé de se mettre à risque nécessairement en utilisant des substances, en perdant le contrôle nécessairement. Non. On peut perdre le contrôle, se mettre à risque en équipe à l'intérieur d'une compétition sportive ou bien non devant des activités artistiques, là où on va explorer des choses. Il n'y a pas uniquement que les substances qui vont amener le jeune à confronter ses limites. Loin de là, il y a plusieurs manières de le faire. Puis, ça peut être aussi dans s'explorer via des techniques de relaxation, dans du temps, passer seul, pas s'isoler, mais passer seul pour réfléchir, pour se donner du temps de repos aussi, particulièrement avec le début de l'année scolaire. Là, tout est recommencé. C'est les activités le midi, les activités en soirée. On en parlait tout à l'heure. Les parents, ils vont se reconnaître. Là, hein? Donc, les livres ont recommencé beaucoup, 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 beaucoup. Là. On passe du temps sur la route pour aller porter notre enfant à gauche. Bien, on est-tu capable de tirer le profit des éléments qui étaient un peu positifs à l'intérieur de la pandémie en essayant d'intégrer des routines, mais qui sont plus calmes à l'intérieur de notre vie? Puis, la troisième chose que je voudrais décrire, là, Mme Velleran, c'est en plus des modèles, en plus des routines, des manières d'explorer un peu différemment qui on est comme jeune, moi, je suis intéressé à décrire aux parents que si on établit certaines règles relativement assez fluides, qu'on est permissif, mais en même temps qu'on décrit nos attentes, la littérature nous aide là-dedans pour nous dire qu'il y a un mode parental ni uniquement autoritaire, ni uniquement
permissif, qui est probablement entre les deux en anglais, c'est dit authoritative, autoritaro-permissif, si ça me permet une traduction, hein, qui est basée plus sur les attentes. Tu sais, en décrivant aux jeunes, ben, tu sais, nous, par rapport à telle ou telle situation, on verrait des choses qui pourraient être plus problématiques pour toi. En même temps, ben, si tu es intéressé par ça, on est intéressé de réfléchir à toi, avec toi, par rapport à telle ou telle situation. Essayer quand même de dicter certaines attentes puis de garder un œil sur notre jeune. C'est ce qui semble, comme type de parentalité, le plus efficace par rapport au devenir du jeune. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment d'établir un cadre, puis de dire voici les attentes. Puis ça vient rejoindre aussi, je parlais d'un des sondages qu'on a fait auprès des jeunes puis auprès des parents. Mais une des raisons qui ressort quand on demande aux jeunes pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à soit repousser votre expérimentation de substance un peu plus tard ou de ne pas tomber justement dans une consommation plus problématique ou plus régulière? Une des raisons qui ressort, c'est je le sais que je décevrais mes parents ou je le sais que mes parents sont pas vraiment d'accord, on a échangé là-dessus. Encore, ça, c'est dans un contexte de consommation problématique, puis c'est pas dans un contexte de jugement. Mais être capable d'énoncer ses attentes par rapport à voici moi, c'est quoi mes espoirs pour toi, mes attentes pour toi, puis dans quel contexte j'aimerais que tu grandisses, puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi que toi, tu sois en santé, puis que tu sois pas, que tu te mettes pas en danger. Être capable d'échanger là-dessus, les jeunes vont l'intégrer, puis ça ressort après, quand on a des groupes de discussion avec eux, que quand ils ont intégré ça, c'est une des raisons qui va dicter leurs habitudes de consommation plus tard. Donc, ça vient rejoindre ce que vous dites par rapport aux attentes. Euh, J'aimerais ça qu'on puisse parler, là, de mettre ça un petit peu en application. Là, on a parlé d'être à l'affût des facteurs de risque, de développer des bonnes habitudes de parents sur comment justement essayer de développer la résilience chez nos jeunes, puis tout ça. Une question plus pratico-pratique, là, comment un parent, à la suite de ce webinaire-là, comment on amorce là, le dialogue avec son jeune? Il y a des parents que c'est plus facile, il y a des parents que c'est moins facile, ou il y a des parents qui vont dire, ben, moi, il m'écoute pas pantoute, ou je sais pas comment aborder ça, j'en ai jamais vraiment parlé, est-ce qu'il est trop tard, est-ce qu'il est trop tôt, quand est-ce que je dois commencer? Donc, dans une optique de comment je fais ça, là? Là, je suis un parent, je ferme mon ordinateur, puis là, j'ai toute cette information-là. Comment je fais pour amorcer le dialogue avec mon jeune, docteur Bélanger? C'est la question clé, hein. On a bien beau sortir les théories, mais comment on fait ça concrètement? Puis on écouterait les parents, puis on aurait probablement 100 000 réponses différentes là, autour de à quel jeune on fait affaire. Hein? Mais pour répondre un peu à votre question en utilisant vos propres termes, Mme Valérand, je ne crois pas qu'il n'est jamais trop tard, mais on espérerait surtout qu'il ne soit jamais trop tôt. OK? Donc, mon point à l'intérieur de ça, c'est certain que pour un jeune qui ont des détecteurs de véracité, puis des détecteurs, ils nous connaissent, nos jeunes, là, ils nous voient arriver avec nos grands sabots, puis même nous, comme praticiens, hein, parce qu'il y a des professionnels qui sont là, ils sont dans le bureau du médecin, de la travailleuse sociale, du psychologue, ils savent de quoi qu'on va parler. Hein? Mais si au courant de nos suivis antérieurs dans des situations non problématiques ou comme parents à l'intérieur d'une journée là, où que, ça a bien été, que ça n'a pas été problématique, on évoque la possibilité de santé émotionnelle moins bien, de défis qu'on a vécus ou de s'intéresser aux défis qu'ils ont vécus à l'intérieur de la semaine, à l'intérieur de la journée, mais d'être capable de se prendre des périodes de temps dans des situations qui sont non conflictuelles, puis qui sont pas des... C'est pas des situations explosives, là, tu sais. On est en fin de journée, tout le monde est calme, on sait que les devoirs sont faits, puis on n'est pas obligé de revenir uniquement dans des situations où il y a eu quelque chose de problématique. Hein? Comment ça s'est passé ta journée? Bien, on pourrait intégrer des éléments autour de choses qu'on a lues,
ou bien non de webinaire à laquelle on a assisté en disant hey, j'ai lu telle chose, on m'a parlé de telle situation. Hey, mon amie Linda m'a parlé d'un de ces jeunes qui a utilisé telle chose, ou bien non, qui a entendu parler de telle autre chose. Je connais tout ça, t'as-tu en parlé? Il n'y a pas de moment vraiment trop tôt. Il y a toujours des opportunités, mais essayons en fin de compte c'est un conseil aux parents, là, que ce ne soit pas uniquement le talk. Hein? Je te vois faire ça comme ça. Hein? Mhm. Souvent, les Mhm. parents, parce que c'est ce à quoi ils ont été exposés comme parentalité par le passé, puis ça a eu son effet, donc ils reproduisent ça. Euh, Viens, il faut qu'on se parle. Ouais. J'ai vu que tu avais les yeux rouges. Est-ce que c'est parce que tu as consommé? Ça a peut-être fonctionné dans plein de situations, puis qu'un jeune s'est ouvert en disant oui, c'est vrai, j'ai des gros défis actuellement, je suis pris avec tel ou tel produit, aide-moi. Ça a pu fonctionner comme ça. Mais on pense, je pense que tu adhères à ça, que vous adhérez à ça, Mme Vallerand, c'est de se dire que le plus tôt on est capable d'évoquer un dialogue positif, pas uniquement dans des situations problématiques, plus qu'il y a de chance qu'on va attraper un jeune dans des moments plus difficiles et que là, il va être réceptif à se confier à nous, entendre notre guidance, parfois certains conseils, ou seulement uniquement se confier puis qu'on soit les oreilles. Mm. Je suis entièrement d'accord. Euh, je pense que justement, il faut pas attendre d'être dans une situation où est-ce que les émotions sont dans le piton. Notre jeune arrive en retard, il a dépassé le couvre-feu, on pense qu'il est intoxiqué. Là, c'est sûr que les émotions sont, c'est pas là je veux dire, on n'essaye pas de dicter un scénario ou une façon de faire qui est la seule façon de, comme on a dit, tout dépendant des jeunes, tout dépendant des familles. Je suis entièrement consciente de ça. Mais dans une optique où est-ce qu'on a jeté des bases avant, bien là, ça va être plus facile après de continuer le dialogue. Donc, il n'est jamais trop tard. Justement, on préconise pas une approche où est-ce qu'on dit, bon, là, je vais avoir tous mes points, puis là, je vais dire, OK, mon jeune, à 7 heures, on va s'asseoir, puis on va passer à travers tous ces points-là, puis après ça, on se dit, bon, j'ai donné l'information, il devrait être capable de prendre des bonnes décisions maintenant. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, Prendre des faits divers, comme vous avez dit, tu sais, on passe en avant d'un magasin de cannabis, par exemple. Ça peut ouvrir le dialogue de dire, hey, t'as-tu vu, il y a un magasin de cannabis là. Euh, euh, Parler de la légalisation, dire pourquoi tu penses que le gouvernement a décidé de légaliser le cannabis, d'être capable d'en parler, mais vraiment de façon objective, où est-ce qu'on personnalise pas encore la situation pour dire, toi, t'en prends-tu? On n'est pas là encore. On normalise la conversation sur les substances de façon générale. On sonde l'opinion de notre jeune sur son vécu à lui de façon générale. C'est quoi son opinion par rapport à ça? Il trouvait-tu que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? On fait juste en discuter comme on en discuterait avec une autre personne, mais qu'on soit capable d'amorcer ce dialogue-là pour que justement, quand il va y avoir des situations un petit peu plus conflictuelles ou des situations de crise, ça sort pas de nulle part. On en a déjà jasé avant, on a parlé de nos attentes, on a parlé. Donc, puis en bout de piste aussi, ce qu'on dit souvent, c'est quand le jeune va être confronté à prendre des décisions, si oui ou non, il va décider de boire ou il va décider de prendre du cannabis, on sera probablement pas là. Donc, si on a eu ces conversations-là en amont, puis qu'on a donné toute l'information nécessaire pour que cet enfant-là puisse prendre les meilleures décisions dans les meilleures conditions, puis qu'il soit le plus sécuritaire possible, bien tant mieux, mais c'est parce que ces conversations-là ont eu lieu en amont. Donc, Normaliser la discussion, c'est normaliser la réflexion et ça ne veut pas dire que c'est normaliser le produit. exactement, je suis entièrement d'accord. Euh, Merci. J'aimerais maintenant inviter les parents qui sont avec nous, s'il y a des questions, à poser les questions dans la section réponses et questions. Puis en attendant, peut-être que je peux commencer avec une question qui revient souvent. Je vais laisser les parents
poser des questions s'il y en a, mais j'aimerais partager une question qui revient souvent quand on fait des rencontres comme ça. Euh, Dans un contexte où maintenant que les mesures sanitaires sont plus atténuées, sont moins présentes qu'ils étaient avant, nos jeunes sont plus amenés à aller à des parties, sont plus amenés à avoir des occasions sociales où est-ce qu'ils peuvent aller se regrouper, où est-ce que pendant la pandémie, ça fonctionnait pas du tout. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit, ben moi, mon jeune, il avait 14 ans quand la pandémie a commencé, il est rendu à 16 ans, puis là, tout à coup, il sort de sa chambre, puis il est invité à aller à plein de parties, puis je le sais qu'il va il va être exposé à de l'alcool ou à différentes drogues. Comment je peux réagir en tant que parent, puis comment je peux aider mon jeune, l'épauler dans ses décisions ou justement comment agir dans ces situations sociales-là où est-ce qu'il n'avait pas été exposé avant? Hein? Être capable de le nommer, ça va déjà être un très bon début, Mme Vallerand. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la première partie de la pandémie, là, pendant la première année, il y a eu moins d'opportunités, puis drôlement, pas drôlement, mais c'est ce qu'on a observé, l'usage de substances, l'initiation aux produits a légèrement diminué. Hein. Puis là, la pandémie a espacé, les opportunités ont augmenté, puis on voit particulièrement sur certains produits plus fréquents une hausse de la consommation. Ce qu'on n'est pas certain, en fin de compte, c'est est-ce que cette hausse-là de consommation va être la hausse qu'on avait par le passé ou au contraire, c'est un peu notre crainte, c'est un peu votre crainte dans votre question, Mme Vallerand, est-ce que la hausse va être un peu plus comme ça en disant on a des jeunes qui n'ont pas été exposés aux premières opportunités de s'exposer, non pas à consommer, mais à voir d'autres jeunes, à se poser des questions. Je veux-tu vraiment ci, je veux-tu vraiment ça? Puis d'être capable de leur exposer cette situation-là, Mme Vallerand, ce serait extrêmement important. Hein? Peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité, comme tes frères et des sœurs, d'avoir d'autres parties à un certain moment où c'était juste s'amuser, puis ce n'était pas associé avec des produits dans certaines situations où tu n'as jamais été exposé à ça. Ça se peut que ça t'amène à te poser des questions un peu plus. Hein? J'aimerais ça avoir cette discussion-là avec toi, ou peut-être que tu préfères l'avoir avec d'autres personnes, mais déjà là, de se dire que tu vas être exposé à des situations pour lesquelles tu n'as peut-être pas eu à bâtir une opinion par le passé, ce qui devrait te faire te poser des questions un tout petit peu plus. Là. Puis pas que ce soit directement, ben, je fais du rattrapage, là, j'ai pas. Hein, ça vous dit quelque chose? Hein? Il y a des jeunes qui vont être tentés de faire ça. Hein? On a juste une vie à vivre, on a entendu ça à un certain moment, mais peut-être qu'on ne s'est pas entraîné pour être capable d'avoir les bons réflexes. Je reviens avec mes questions autour ou mes exemples autour de l'activité physique ou du sport. On ne va pas se présenter à une compétition sans avoir eu de l'entraînement par le passé. Mon point par rapport à ça, c'est on ne veut pas exposer les jeunes aux substances, on veut exposer aux jeunes aux discussions de substances pour qu'ils arrivent à ces occasions-là où il y a peut-être des produits qui vont être présents ou bien non, des amis qui vont leur offrir des choses, puis qu'ils aient développé cette réflexion-là. Donc, ça revient encore à l'histoire de faut en parler. Right? Alors, si même en tant que parent, si on a des inquiétudes par rapport à ouais, tu t'en vas à un party, vas-tu avoir être capable de partager cette inquiétude-là, puis voir si cette inquiétude-là est partagée par notre jeune aussi. Donc, c'est revenir à avoir un dialogue. Une autre question qui nous est posée souvent, pratico-pratique. On a parlé de party, mais est-ce que c'est une bonne idée en tant que parent? Il y a des parents qui vont être enclins à dire, bon, ben moi, là, je veux le savoir, je veux que mes enfants soient en sécurité, donc je vais leur permettre de boire chez nous ou de fumer du cannabis à la maison, puis d'inviter les amis, puis de cette façon-là, ben je vais pouvoir surveiller qu'est-ce qui se passe chez nous, puis on va être plus en contrôle. Et ça, c'est la question, Mme Vallerand, la plus difficile, je trouve, parce qu'elle est posée à l'intérieur de notre bureau, des bureaux des professionnels régulièrement. Puis, ce que j'aime dans cette question-là, c'est qu'on a des parents qui veulent bien faire. Hein, c'est ça qu'il faut entendre. On a des parents qui veulent bien faire.
je ne sais pas ce qu'il y a comme substance. Au moins, s'il consomme chez nous, je suis au courant. Ce que j'aime un peu moins à l'intérieur de ce réflexe-là, hein, c'est la normalisation de la consommation qui est associée à ça. Donc, on a le bon réflexe, on veut la sécurité de notre jeune, on a le bon réflexe, on en a parlé avec lui probablement pour qu'on arrive avec cette question-là. Puis, l'autre côté de la médaille arrive un peu vite, par exemple, en disant, bien, on normalise la consommation. Il y a même certains parents qui vont pousser la réflexion à dire, bien, je vais consommer avec mon jeune de cette manière. Là, en tout cas, comme professionnel de la santé, j'ai un peu plus de défis à embarquer à l'intérieur de ça pour plusieurs raisons. Mais on revient avec les questions de rôle, de modèle, d'attente. Puis à partir de ce moment-là, la bonne réflexion, peut-être un peu moins la bonne réaction. OK. Merci. Je vais aller encore dans ma liste des questions les plus posées habituellement par les parents. Qu'est-ce que je fais si je trouve de l'alcool ou du cannabis dans la chambre de mon enfant ou dans son sac à dos? Je faisais le ménage, puis tout à coup, je trouve un joint ou qu'est-ce que je fais? Et puis, vous allez peut-être trouver ça drôle, là, mais ça aussi, c'est pas quotidiennement, mais c'est régulièrement l'appel du parent, soit au médecin ou bien non aux autres professionnels qui l'appuient à l'intérieur de son travail. Je travaille avec une infirmière à l'intérieur de notre clinique de santé de l'adolescent ou centenaire enfant, puis régulièrement, on a eu l'appel de telle personne, puis ben, hey, une belle opportunité d'en discuter, hein? Ça, mais on l'a abordé un tout petit peu, Mme Valérand, tout à l'heure, c'est le temps du talk. Je ne pense pas, par exemple, malgré les critiques ou en tout cas les bémols que j'ai pu apporter tout à l'heure en disant que ce n'est pas ce qu'on conseillerait, je pense que c'est une belle opportunité, par exemple, de discuter de la situation, de ne pas faire comme si on n'avait rien vu. Et ça ne veut pas dire que produits matériels rentrer à l'intérieur d'une soirée là, où il y a une consommation, ou bien non, une soirée arrosée où le jeune rentre à la maison un peu éméché. Ça ne veut pas dire que la consommation est nécessairement problématique. Puis c'est là qu'on devrait revenir en disant, bien, je prends l'opportunité, si tu es d'accord, pour en discuter avec toi. Peut-être que ce n'est pas un bon moment, j'aimerais ça y revenir avec toi. Voici ce que j'ai trouvé. Moi, je ne suis pas dans le fouillage, là, ça j'ai un peu de difficulté avec ça, là, mais il y a peut-être certains parents que c'est le mode relationnel qu'ils ont avec leurs jeunes, puis ils sont entendus là-dessus. Mais si on découvre quelque chose, comme si on découvrait notre jeune qui pleure seul dans sa chambre, ça veut dire de quoi? Es-tu prêt à en discuter? Tu n'es pas prêt à en discuter? Moi, je suis là pour toi. Je reconnais que j'ai vu quelque chose, par exemple. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Entièrement d'accord. Puis je pense que c'est important aussi, comme je disais tout à l'heure, d'être conscient en tant que parent. OK, comment ça m'affecte? C'est quoi ma charge émotive présentement quand je trouve ça? Puis d'être capable de, si on décide, puis je pense que c'est la bonne approche de pouvoir amorcer un dialogue là-dessus puis comprendre le contexte, parce que de toute façon, on va être inquiet. Donc, tant qu'à faire, ça vaut la peine d'aller valider qu'est-ce qui se passe. Ben oui. Mais justement, d'être conscient de, OK, ben peut-être que je vais prendre un temps d'arrêt. Je n'irai pas voir mon jeune tout de suite, puis je vais me pratiquer dans ma tête sur comment je veux rendre le message. Puis c'est correct. Puis c'est correct aussi de le dire, même à la limite d'aller voir son jeune et dire, je sais pas trop comment t'aborder là-dessus. Je suis un peu mal à l'aise, mais voici ce que j'ai trouvé. Puis j'aimerais ça qu'on puisse en parler. Mais qu'on le fasse de façon calme, un coup que les émotions sont baissées un peu. Une dernière question peut-être. Quand est-ce qu'un parent devrait aller chercher de l'aide professionnelle?
quand il y a une inquiétude par rapport à peut-être une consommation problématique, ou même s'il n'y en a pas une consommation problématique, c'est quand là qu'on doit pas jeter l'éponge, mais dire moi j'ai tout essayé, puis là c'est le temps d'aller voir un professionnel. Il y a deux choses à l'intérieur de cette question-là, je pense, Mme Valérand. Euh, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles et Jeunesse sans drogue Canada en offre une aussi qui est aller chercher de l'information à titre parental. Est-ce que je me pose les bonnes questions? Quels sont les services qui sont disponibles? Sur quel point je devrais m'inquiéter ou pas? La démarche parentale. Puis pour moi, on souhaite que la démarche parentale colle avec la démarche du jeune aussi, mais parfois, ce n'est pas le cas. Hein? On a des parents qui sont inquiets pour les bonnes raisons, avec des jeunes qui, malheureusement, n'ont pas identifié les mêmes défis par rapport à certaines consommations qui peuvent être rendues problématiques. Ben, c'est difficile d'amener le jeune à l'intérieur d'une consultation. Hein? Moi, les conseils que je donne aux parents par rapport à ça, c'est qu'ils nomment aux jeunes que si eux ne sentent pas le besoin particulier comme jeunes d'aller consulter, ben, qu'ils le fassent peut-être pour répondre aux questions du parent. Hein? Donc, ben, si tu ne le fais pas pour toi, c'est correct, mais tu pourrais-tu le faire pour moi? Parce que, tu sais, moi j'ai des questions, puis je voudrais juste t'offrir les meilleures opportunités, là, tu sais. Puis peut-être que je suis dans le tort. Peut-être que je m'inquiète trop, en effet, comme parent, tu sais. C'est une manière d'aller chercher de l'aide. Euh, euh, mais c'est vraiment des défis quand on a un parent qui est très inquiet, qu'on identifie comme professionnel que c'est pour les bonnes raisons aussi, puis qu'on a un jeune qui est moins enclin à se poser des questions par rapport à une consommation qui apparaît problématique. Bien, je pense que le parent peut faire des démarches. Hein? Peut se poser les bonnes questions, aller chercher de l'aide, essayer d'aller s'outiller comme parent pour souligner le mieux possible les défis qu'ils voient pour ouvrir la discussion. On est encore dans le dialogue. Mais il y a des jeunes qui vont faire la démarche aussi sans nécessairement que leurs parents soient inquiets de la situation. Hein? Mm. Puis, il y a des jeunes qui nous consultent en disant, ben, tu sais, je n'ai parlé à mon parent, mais j'ai des questions précises sur tel élément, tel autre, puis, qui vont s'être renseignés sur, on le souhaite, les bons sites avec les bonnes personnes, puis qui vont initier leur démarche. Ce qu'on souhaiterait, en fin de compte, c'est qu'il y ait les deux en même temps. Hein? Donc, un jeune qui a des besoins, le moins possible, on l'espère, avec un parent qui est là pour l'appuyer, qui se pose les bonnes questions, puis qui va chercher les bonnes choses. Merci, merci beaucoup. Euh, c'est maintenant la fin de notre webinaire déjà. J'aimerais vraiment vous remercier, Dr Bélanger, d'avoir pris le temps de répondre aux questions, d'avoir partagé avec nous votre expertise. C'est très, très précieux. Merci beaucoup. J'aimerais rappeler aux participants que vous allez recevoir un courriel qui inclut les stratégies parentales qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir ça dans les prochains jours. J'aimerais aussi vous indiquer que sur notre site, on a parlé un petit peu là, mais sur notre site Jeunesse sans drogue Canada, il y a une plénitude d'outils que vous pouvez venir consulter, des ressources sur comment amorcer le dialogue avec votre jeune, sur les différentes substances qui sont sur le marché, avoir de l'information générale. Et on a aussi un outil gratuit de clavardage, une ligne téléphonique si vous avez besoin d'un peu plus de soutien professionnel. Du 1 à 1, c'est confidentiel, c'est gratuit. Je vous invite à venir sur notre site et vous pouvez utiliser cet outil-là de clavardage ou la ligne téléphonique. Lorsque vous allez quitter les webinaires, vous allez avoir un court sondage. S'il vous plaît, répondez aux questions. Ça va nous aider pour nos présentations futures. Ça va prendre quelques minutes seulement. Alors, je vous remercie tout le monde de votre présence ce soir et bien à la prochaine. Merci. Merci à vous.